Nicolas Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité des Rencontres de Cannes 2016. Alors on va parler de votre livre, L'innovation sauvera le monde. Je crois savoir que ce n'était pas le titre premier, je crois que c'était pour un progressisme conservateur, c'est ça? Oui, absolument. Alors l'idée, si vous voulez, que j'ai voulu faire passer avec ce titre, c'est la raison du changement de titre, c'est qu'on traverse une vague d'innovation, mais qui peut vraiment améliorer le monde. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, positif, ou en tout cas qui peut être très positif et qui apporte des réponses aux problèmes que traversent alors des pays comme la France, mais beaucoup d'autres pays. Et vous savez, il y a une phrase, une image de Lénine que j'aime bien. Alors je ne cite pas nécessairement souvent Lénine, mais Lénine disait quand vous avez certaines idées qui sont tordues d'un côté comme du fer, et si vous voulez remettre l'idée dans l'axe, eh ben, il faut tirer comme du fer très fort de l'autre côté. Et c'est un peu cette idée que j'ai voulu illustrer avec ce titre, c'est-à-dire, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire cette pédagogie de l'innovation sauvera le monde si on veut réconcilier les gens, les opinions publiques avec l'innovation, et peut-être même plus qu'avec l'innovation, avec l'idée même de progrès. Alors on va en parler, la vague de l'innovation, la vague numérique, ça déstructure un peu le monde, il faut le dire, mais pour vous c'est un atout, c'est pas forcément les deux un à la problème. fois, c'est-à-dire que c'est ce que les économistes appellent un phénomène de destruction créatrice. Il n'y a pas que le numérique d'ailleurs, hein, parce que le numérique est la racine technologique de cette mutation, mais elle a beaucoup de déclinaisons dans la robotique, l'intelligence 3D, l'intelligence artificielle, la génétique, la biologie moléculaire. On pourrait en parler pendant des heures, et c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que d'un côté c'est une promesse, y compris d'ailleurs du simple point de vue économique, hein, parce que ce sont de nouvelles activités, de nouveaux emplois qui peuvent être créés, mais vous avez tout à fait raison de dire que c'est aussi un monde qui s'effondre, et donc des activités qui disparaissent, des emplois qui disparaissent, et toutes les difficultés au fond c'est la transition entre cet ancien monde et ce nouveau monde. Pour le dire autrement, je ne suis pas du tout inquiet à l'horizon de 20-25 ans, mais la grande difficulté, mais comme toujours dans ce type de période, c'est la transition, c'est vraiment voilà, cette phase de destruction créatrice qui est ni seulement fascinante, ni seulement angoissante, mais qui est fascinante et angoissante à la fois. Vous parlez d'une 5e mutation, c'est ça? Oui. La NBIC, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, NBIC, c'est un acronyme qui vient des pays anglo-saxons, c'est la convergence des nanotechnologies, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et le C pour tout ce qui relève des sciences cognitives, donc c'est ce qu'on appelle en effet l'intelligence artificielle, et c'est bien la convergence. Vous savez, ce qui est important, c'est jamais les technologies prises indépendamment les unes des autres, c'est la convergence de ces technologies. Et donc c'est bien la convergence des technologies NBIC qui va vous donner un humanoïde, une sorte d'humanoïde, c'est-à-dire un robot croisé avec de l'intelligence artificielle qu'on a habillé avec de la peau qui elle-même a été fabriquée à partir de cellules souches. Vous voyez, donc c'est vraiment la convergence de ces technologies qui apporte quelque chose de radicalement nouveau, un peu comme à la Renaissance, la convergence entre les armes à feu, les instruments de navigation, l'imprimerie a permis les grandes découvertes de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle avec comme point d'orgue le tour du monde de Magellan. C'était aussi une histoire de convergence technologique. Alors vous, l'ardent défenseur de l'innovation, du progrès, quand vous voyez qu'en France on est incapable de se mettre d'accord par exemple sur la loi du travail, oui. Sur des réformes structurantes pour le pays, ça doit vous irriter, ça énormément, plus que ça même. Plus que ça mérite, oui, c'est que ça me déprime, oui, parce que vous avez raison de parler de la loi travail, quand vous voyez ce que cette loi a généré comme désordre et même d'une certaine façon comme violence, et quand vous voyez d'ailleurs que alors, tous les Français ne sont pas favorables aux violences, bien évidemment, mais 70% des Français étaient contre cette loi El Khomri alors qu'elle représente peut-être un dixième de ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. En même temps, il ne faut jamais perdre de vue que la France est un pays de rebond. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu les évolutions historiques en France, la France n'est pas un pays qui se laisse décliner sur le long terme, mais ce n'est pas non plus un pays comme l'Allemagne ou la Scandinavie qui connaît des ajustements et qui fait des réformes en douceur, mais c'est un pays qui fait les choses. Alors on a un exemple historique qui est très intéressant parce que je trouve que ça ressemble un peu à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est la France des années 1890, 1880-1890, qui est une France comme aujourd'hui un peu réglementée, très syndiquée. Alors, le fait d'être syndiqué n'est pas un problème, mais avec beaucoup de rigidité, si vous voulez, et elle s'est décoincée au fond en 5-10 ans. Et la France de la Belle Époque est vraiment un phare d'innovation dans le monde entier. Et il peut se passer quelque chose, je crois, très sincèrement, il peut se passer quelque chose de similaire aujourd'hui. Et peut-être d'ailleurs qu'on en voit les prémices dans cette campagne présidentielle que je trouve très intéressante, de très bon niveau, avec des bons thèmes qui sont évoqués, avec des candidats d'ailleurs, je trouve, hein, d'une très grande valeur.
l'heure. Et donc peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez positif, un peu comme à la fin du 19e siècle. Mais vous croyez vraiment à la capacité des Français à changer vraiment et à vouloir avancer? Alors attendez, si la question c'est est-ce que les Français peuvent changer et avancer, la réponse est très clairement oui. Si maintenant votre question c'est est-ce que ce changement est fait et est-ce qu'on est prêt à le faire, la réponse est complètement non. Voilà, donc oui, ça peut arriver quand, je n'en sais rien, mais je vous le redis, dans l'histoire de France, on voit vraiment ces dynamiques. Mais pas, enfin, allez, je vais prendre encore un exemple plus traumatisant. La France des années 40, c'est celle de Pétain, mais les années 50, à partir de la fin des années 50, c'est celle de Pinay, Rueff, c'est-à-dire celle de la libéralisation économique. C'est plus celle du corporatisme pétainiste, mais celle de l'anticorporatisme, justement, et d'une certaine forme de libéralisme économique. Et la France est l'un des pays des 30 Glorieuses qui va connaître la plus forte croissance. Donc vous voyez, et tout ça s'est fait en 15 ans. Donc les évolutions peuvent être en France extrêmement brutales, rapides. On peut descendre très au fond, mais on peut aussi remonter assez rapidement. Est-ce que ce changement passera par un président de la République qui n'est pas celui qu'on a connu ces dernières années, bref, qui incarne une nouvelle voie, vous voyez de qui je parle, peut-être oui, Macron, est-ce que c'est ça qui permettra le changement? Beaucoup d'admiration et d'amitié pour Emmanuel Macron, mais en l'occurrence, c'est pas mon candidat, parce que je pense que ce qui est très positif dans cette campagne et ce qui est très positif dans ce qu'on a vu notamment à droite, alors ça n'est pas du tout d'ailleurs pour critiquer les candidats de gauche, simplement la primaire de gauche n'a pas encore eu lieu, elle sera peut-être excellente, mais en tout cas celle de droite était très bonne parce qu'il y avait une très très grande précision, j'ai trouvé, dans les programmes, et c'était très intéressant de voir que finalement Bruno Le Maire, on s'est moqué de lui, mais il arrivait avec 1000 pages, c'est bien. François Fillon avait travaillé son programme de longue date, Alain Juppé avait un programme extrêmement travaillé aussi, donc ça a permis un débat de très haute tenue. Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de formidable. Je trouve simplement que entre son discours entre guillemets révolutionnaire et ses mesures précises, enfin les mesures ne tiennent pas la promesse de son discours. Ce sont des mesures extrêmement classiques qui, à mon avis, pour l'instant, n'apporte pas énormément de choses au débat, donc je suis un peu déçu. Et alors, pour répondre à votre question, ça veut dire que le renouvellement n'est pas forcément quelque chose de bon en soi. Alors, bien sûr, tout le monde a un peu envie de renouvellement, mais en même temps, pour moi, la seule chose qui compte, c'est la qualité du programme, sa crédibilité, et au fond, bon, que ce soit quelqu'un qui ait déjà exercé des responsabilités, je dirais que c'est un peu secondaire, pour moi. Merci, Nicolas Bouzou. Merci.